Bonjour la compagnie, est-ce que vous connaissez le point commun entre de l'homéopathie, un loup-garou et une maladie mentale? Twilight? Non, c'est pas du tout ça, surtout que les gens ont vu le titre de la vidéo, je pense qu'ils ont compris. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment empoisonner très efficacement quelqu'un pour qu'il meure, mais attends, c'est pas du tout ça. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la plante la plus toxique? Du monde? Non, De Chine? non, De Pluton? non, d'Europe! Ah non, alors je me suis jamais posé la question, désolé. Je vous avais déjà parlé de la belladone dans ma toute première vidéo. Oui, effectivement, je vous expliquais que seule une quinzaine de baies suffisaient à tuer un homme du genre homme de Vitruve, pour que vous voyez un peu les proportions. Mais les fruits de l'aconite n'ont pas la chance d'être aussi tentants que les fruits de la belladone. Ce sont des fruits déhiscents, appelés des follicules, bien moins juteux et bien moins ragoûtants que les fruits de la belladone. Aussi, ces fleurs de la famille des renonculacées poussent bien plus haut que la belladone, entre 1500 et 2500 mètres d'altitude, pour être précis. C'est énorme. Ouais. Il existe plus d'une centaine d'espèces d'aconites, dont la toxicité de leurs racines est remarquable. Il suffit seulement 2 à 4 grammes de ce magnifique petit tubercule pour tuer un homme adulte. La plante tout entière contient de l'aconitine, dont la dose létale est d'à peine 2 mg. Et croyez-moi, cette violente toxicité a valu à l'aconite tout un tas de légendes et de recettes de potions. Dans la mythologie grecque, la naissance de l'aconite est assez surprenante. Bon, ça dépend du point de vue aussi, hein. Selon le mythe, c'est de la bave du fameux chien à 3 têtes, le chien de Hadès, pas celui de Hagrid. C'est lorsque Héraclès l'a tiré hors des enfers avec une chaîne en diamant que Cerbère aurait bavé sur la terre, et au contact de celle-ci avec la lumière, serait née l'aconite. Plus tard, c'est la déesse Hécate qui en cultivera dans son jardin, et sa fille Médée qui utilisera pour essayer d'empoisonner Thésée. Bref. Pardon Disney. Ouais, Hercule, Héraclès. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mais t'es qui toi? C'est Léon Plumier, notre nouvel expert. Comptable? Non, D'examen de conduite? non, À Manhattan? non, Tu vois, c'est chiant. c'est notre nouvel expert botanique. Ah, salut. Salutations. Alors apparemment, les premières flèches empoisonnées étaient déjà utilisées par les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire il y a plus de 10 000 ans. À travers les âges, différentes peuplades vont commencer à utiliser des poisons pour les enduire sur leurs pointes de flèches et faciliter la chasse. En Afrique, l'Acocanthera oblongifolia, un arbuste rose pâle. Dans les Caraïbes, c'est l'Hypomané mancinella, en raison de sa forte toxicité et de son latex qui peut provoquer des brûlures au contact de la peau. Je n'ose même pas imaginer les dégâts dans un organisme. Eh bien, tachycardie, chute de pression artérielle, intoxication du foie, affaiblissement général, œdème en tout genre, et si rien n'est entrepris pour soigner, la mort. Oui, merci monsieur Plumier. Bon, on en était où? Ah oui, en Amazonie, le poison qui enduit leurs pointes de flèche est tiré soit de ces fameuses grenouilles, les Dendrobitae, ou alors ils utilisent une molécule appelée le curare qui peut provenir de différentes plantes, et notamment la liane avec un pouvoir paralysant musculaire démesuré, la Strichos toxifera, et à travers l'Europe et l'Asie, bien évidemment, les léborfétides, le ricin, le pavot somnifère, l'if, ou bien évidemment diverses espèces d'aconites. Mais la grande aconite napelle, celle qui porte aussi le nom de casque de Jupiter ou de tulou bleu, ouais je sais c'est stylé. Oui, mais aussi capuchon de moine, bonnet du gendarme, coqueluchon, ou encore navet du diable. Oui bon j'ai compris, l'aconite elle avait pas que des noms stylés. Attends, j'en ai encore un. Pantoufle du pape. Ça lui a pas empêché d'être employé par les Germains, les Gallois et les Celtes. Bon bah cul de chouette. Elle aurait même été utilisée par les Romains. Et en plus, elle aurait pu être utilisée pas seulement pour la chasse, mais aussi pour la guerre. Autant la belladone pouvait créer de belles hallucinations Collective. autant l'aconite, les sorcières et sorciers, ils n'ont pas été chercher bien loin pour faire des potions. Disons que quand on sait que seulement 2 mg d'aconitine sont capables de tuer un homme adulte, on se dit qu'il vaudrait mieux pas tenter le... Comment tu disais déjà? La pantoufle du pape, Non, pas ça. Il valait mieux pas tenter le navet du diable. c'est pitoyable. Toi et ta pantoufle. La Dracaena n'a pas tort. L'humour se doit d'être spontané et surprenant pour fonctionner. Bon, vous avez décidé de vous léguer contre moi tous les deux ou ça se passe comment? Non, les sorciers ont préféré utiliser l'aconite en toute petite quantité pour tenter de traiter la lycanthropie. Et oui, je suis bel et bien en train de vous parler de loup-garou. Les élixirs préparés à base de semences ou de racines d'aconite avaient le pouvoir de guérir les loups-garous de leur obscur maléfice. Mais ces graines pouvaient aussi rendre invisibles, selon certaines croyances, des Balkans. Les Balkans pensaient qu'en portant une peau de lézard gris avec des semences d'aconite à l'intérieur, on pouvait se rendre invisible.
paisible. D'ailleurs, il se pourrait bien que J.K. Rowling se soit inspiré de ces anecdotes, puisque dans Harry Potter, l'aconite rentre dans la composition de la potion Tulou et celle de l'œil vif, respectivement celle qui permet d'atténuer les symptômes des loups-garous ou d'empêcher le sommeil ou de se réveiller d'un bon coup sur la tête. Aujourd'hui, on sait que la lycanthropie est une rare forme de dépression qui fait croire aux personnes atteintes qu'elles se changent progressivement en canidés. La plupart du temps un loup. Mais quand je dis rare, c'est vraiment très rare. Il n'y aurait eu que 13 cas confirmés entre 1850 et 2012. Mais là ne sont pas les seules fonctions de cette plante mortelle. Au Moyen-Âge, ses racines furent utilisées à de nombreuses reprises sous forme de farine pour être saupoudrées sur la viande. Et non, c'était pas pour épicer les plats, même si les racines ont un petit goût sucré. Mais alors, pourquoi? Si vous avez suivi, c'est dans les racines que se trouve la plus grande concentration d'aconitine. Et le but de cette manipulation, c'était d'exterminer les renards ou les loups qui rôdaient un petit peu trop près des êtres humains. Et croyez-moi, ingérer de l'aconite, ça doit pas être une partie de plaisir. Je vous parle d'aconitine depuis le début, mais je dois quand même vous avouer que... J'ai menti! L'aconite contient d'autres substances, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas qu'une seule molécule dans l'aconite. Ah oui, tu veux parler des alcaloïdes, tels que la néopéline, la hypoaconitine ou la gessaconitine? Oui, certes, merci. Et ça la rend d'autant plus dangereuse. À peine ingérée, la langue va s'engourdir jusqu'à se paralyser. Ensuite, des picotements se font ressentir dans tout l'œsophage. Et déjà là, ça annonce rien de beau. Après 5 minutes, c'est tout le visage sur lequel vous ressentez des fourmis et qui va se paralyser. Puis viennent les classiques signes de violente intoxication. Comme par exemple, des vomissements, de la diarrhée, des nausées, des étourdissements et des douleurs en tout genre partout dans le corps. Et une petite spécificité, une salivation excessive. Et tout ça seulement 10 minutes après l'absorption. Bref, il y a de quoi se demander comment on a pu se dire que ça pouvait guérir de la lycanthropie, quoi. C'est pas fini, si vous pensez pouvoir résister à ces douleurs physiques, eh ben... vous n'êtes pas prêt pour la suite. En plus des symptômes physiques, l'aconite provoque un profond sentiment d'angoisse et de peur. Et à ce stade-là, on peut être quasi certain de passer de l'autre côté, puisque tout s'enchaîne très vite après. Tous les muscles se paralysent, respirer devient compliqué, tous les membres s'engourdissent et semblent se couvrir de fourmis. Et pour finir, les muscles lisses dysfonctionnent jusqu'à l'arrêt complet du cœur. Merci à tous de m'avoir écouté parler aujourd'hui. J'aurais pu parler aussi un petit peu d'homéopathie, mais j'en avais pas tellement envie. Mais c'est vrai que l'aconite, c'est une souche phare de l'homéopathie qui traite notamment les angoisses ou les peurs de mourir. Ce qui est toujours assez étonnant avec l'homéopathie, c'est qu'elle traite le contraire de ce que peut provoquer la plante en temps normal. Mais je trouvais que la vidéo était déjà assez longue. Montrez-moi si elle vous a plu en commentaire. Surtout qu'on a un nouveau venu dans l'équipe maintenant. Salutations. En tout cas, moi, je pense que la vidéo a dû vous plaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous souhaiteriez une vidéo sur les souches homéopathiques les plus étranges. Je pense qu'on pourrait pas mal s'amuser. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Tu savais que Napel viendrait de Napus et ça signifierait navet. Ça veut dire que l'aconite Napel, c'est rien d'autre que l'aconite navet. Ouah, purée, mais c'est que c'est super drôle. Ouais, je crois lire une forme d'ironie sur ton visage d'humain.